Alors, bonjour à tous et bienvenue sur l'EduLab TV. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui aura pour thème Minecraft et ses alternatives dans un cadre pédagogique. Alors, vous êtes nombreux à continuer à nous suivre tout au long de ces webinaires, vous commencez à savoir un petit peu comment fonctionne la plateforme. Alors, notre webinaire d'aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, est Minecraft, ses alternatives et ses jeux vidéo au service des apprentissages. Bonjour Jessica. Bonjour à tous. Comment est-ce que ça va, Jessica? En forme? Ouais, en forme. Génial. Alors, pour aujourd'hui, pour que tu le saches, nous avons 75% des personnes qui sont présentes qui n'ont jamais utilisé Minecraft. Pas du tout, hein, ni même pour le loisir, ni même pour une utilisation pédagogique. Donc, une grande majorité de gens qui ne connaissent pas. On a également des personnes qui ont pu l'utiliser lors d'une formation. Donc, on a 9%. On a aussi des personnes qui l'utilisent, mais juste pour du loisir personnel, 14%. Et on a un peu moins de 10% de personnes qui l'ont déjà utilisé pour un projet pédagogique avec leurs élèves. Alors, dans le public qu'on a à notre disposition, on a des professeurs secondaires du degré supérieur, 14%. On a également des professeurs du degré inférieur. On a des formateurs, 18%. Des conseillers pédagogiques, hein, 7%. On leur dit également bonjour. On sait bien qu'ils sont présents à chacun de nos webinaires pour aussi apporter de chouettes échanges. On a des instituteurs. Donc, les instituteurs, ils sont quand même 23%. Je sais bien que toi aussi, tu es institutrice. Tu vas pouvoir faire des liens avec ça. Et on a des personnes qui sont autres. Et là, elles sont en train de nous expliquer dans le chat qui elles sont. Voilà pour la petite introduction, Jess. Donc, en effet, comme tu l'as dit, je suis institutrice primaire, mais j'essaierai d'élargir un maximum les exemples au secondaire également, ainsi que quelques exemples possibles en maternelle. Donc, comme ça, je peux toucher un maximum de personnes. Alors, pour les personnes qui n'y ont jamais joué, il n'y a pas de souci. Donc, on verra justement les possibilités et à quoi ça ressemble. On ira faire un petit tour dans le jeu pour vraiment voir ce que c'est et comment ça fonctionne, se rendre compte des possibilités avec les loulous. Ok. Ah oui, et aussi, petite chose à préciser, Jess, donc c'est bien un webinaire de découverte, mais on ne conseille pas aux personnes de faire exactement les mêmes actions en même temps que toi, mais vraiment orienter le webinaire sur l'écoute. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ok, merci. On n'a pas le temps en une heure de faire un webinaire où on fait des exercices. Hein. Là, il faut plus long quand même. Ok. Je suis à ta disposition, hein, si tu veux réagir sur ce qu'on est en train de dire. J'hésiterai pas à te poser des questions à des moments clés. Et là, je te laisse avec grand plaisir entamer ta présentation. Ça va? Ça va. Alors, pour débuter, d'abord un petit peu, justement, les 70% qui ne sachent pas ce que c'est Minecraft. Donc, Minecraft, c'est un jeu de type bac à sable. Ça veut dire que c'est un jeu dans lequel on construit, un peu comme justement des Lego numériques. On va construire tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête. La seule limite, c'est l'imagination. C'est un jeu qui est quand même numéro 1 mondial. Il y a 112 millions de joueurs mensuels. 176 millions d'exemplaires achetés, mais le jeu en tant que tel, je ne parle pas du Minecraft éducation dans ce cas-ci, mais du Minecraft dit classique. Il a été traduit dans 95 langues. Donc là, en général, quand on parle de Minecraft, on sait quand même plus ou moins, on a une petite idée dans sa tête de à quoi ça ressemble. Alors, j'ai mis ici, pour vous expliquer un petit peu la différence, on parle souvent de Minecraft comme étant un serious game. Et en fait, ce n'en est pas un. Il n'a pas été construit pour être un jeu pédagogique à la base. Donc, quand on parle de serious game, on parle des jeux qui sont généralement construits pour le pédagogique. On va prendre les anciens jeux, pour vous, en général, ça parle à tout le monde, style Adibou. Donc, ça, c'était vraiment les jeux créés pour l'éducation, pour le pédagogique. Ici, c'est l'inverse. C'est un jeu qui a été créé grand public, et qu'on a détourné dans un contexte pédagogique. On fait déjà ça pas mal avec les jeux de société en tant qu'enseignant. Hein. Il y a pas mal de jeux de société qu'on détourne et qu'on va utiliser à ce moment-là à des fins pédagogiques. Ici, c'est toujours du jeu, mais on est sur du jeu vidéo. Ouais, et en plus, dis-moi si je me trompe, mais le créateur de Minecraft, c'était vraiment en 2-2 qu'il a créé, en tout cas ici, le jeu au départ, et c'était vraiment plus un délire ici que l'envie de faire un gros jeu qui sera planétaire de cette manière, hein, c'est ça, hein? Tout à fait.
Oui, tout à fait. Donc, il a vraiment créé ça en très peu de temps. Tu as fait les recherches, hein, Laurent, donc 6 jours, tu as dit? Bah, j'ai vu ici, oui, qu'il avait fait ça, en tout cas la première version en très peu de temps et qu'après il avait peaufiné avec un développement supplémentaire, mais la toute première version a été faite effectivement en quelques jours. Ouais. Alors, quand on parlait des alternatives à Minecraft, d'abord le Minecraft classique, ça c'est pas une alternative, c'est le jeu en lui-même, celui qui a été conçu à la base, donc qui est disponible sur différentes plateformes. On a également le Minecraft Éducation Édition. Celui-ci, il est vraiment utilisé pour les écoles. On peut y accéder d'ailleurs que si on est une école. Et il y a la version open source. Il n'y a pas que le Minecraft, il y a ici le Minetest, qui est un exemple, parce qu'il en existe d'autres, mais c'est le plus connu. Minetest, lui, c'est vraiment la version libre, la version open source. Et, Vas-y. et toi, dis-moi, et si, tu vas peut-être le préciser par après, mais il y a une des versions que tu utilises un peu plus ou bien que tu utilises principalement. Toi, tu utilises laquelle, par exemple, lors de tes projets, lors de ce que tu fais? Eh bien, ça dépend surtout de l'intérêt pédagogique et des objectifs qui vont être derrière. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire dans Minetest qu'on ne peut pas faire dans Minecraft, que ce soit le Bedrock ou l'éducation. Et il y a certaines choses, inversement, dans le Minecraft éducation qu'on ne peut pas faire dans du Minetest. Donc, ça va vraiment être en lien avec nos objectifs et aussi le matériel qu'on a à notre disposition. Mhm. Ok. Donc, voilà. Et ça, dis-moi si je me trompe, mais justement, tu feras un petit comparatif et pour les gens qui seraient intéressés de voir, en tout cas, l'intérêt pédagogique, tu vas ici avoir l'occasion de l'expliquer très largement par après. Tout à fait. Mais on va directement passer là-dessus. Le petit comparatif des trois principaux. On a d'abord Minetest. Alors là, je l'ai déjà dit, c'est gratuit, c'est open source. C'est déjà pas mal. C'est pas mal pour les écoles au niveau du budget. Par contre, si on veut jouer à plusieurs, on aura besoin de créer un serveur, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, parce que là, on parle dans des termes un peu plus techniques. Mais il faut savoir qu'il y a un test, il y a un site internet sur lequel il y a des aides, on va se faire accompagner pour créer ce serveur. On n'est pas livré seul pour essayer de développer ceci. Il y a plein de gens derrière qui peuvent aider. Ce serveur va permettre aussi de collaborer avec des écoles différentes. Donc, quand on veut faire un projet justement entre une école en Belgique ou avec une école en France, on va plutôt partir vers un Minetest. Je vais vous expliquer pourquoi après. On a aussi la taille du monde qui est différente. Donc, dans Minetest, on a plutôt un cube. C'est ce qui va nous permettre de construire des choses en souterrain. Donc, si on veut partir vers la construction d'un métro ou d'une ville futuriste où on va avoir quelque chose enterré, on va avoir besoin du Minetest. Parce que si on compare avec le Minecraft qui est juste à côté, on voit qu'il y a seulement 256 blocs de haut. Donc, enfin, c'est haut et bas. C'est très peu si on veut vraiment construire en souterrain. La possibilité des plateformes aussi. Minetest, c'est Windows, Mac, Linux. Par contre, c'est pas sur les mobiles. Donc, si dans la classe, on n'a que des iPads ou des Android, c'est une solution qu'on va pas pouvoir utiliser. Donc, quand je parlais du matériel, c'est vraiment sur ça qu'il faut s'orienter. Regardez ce qu'on a en classe et en fonction de ce dont on dispose, on va choisir telle ou telle version. Alors, qui dit open source dit entièrement personnalisable. Donc, il y a plus de possibilités. Je me dis que, tiens, j'aimerais bien qu'il neige ou de faire apparaître des montagnes enneigées, etc. Là, je vais pouvoir le faire dans Minetest. C'est plus compliqué dans les autres. Si on part maintenant vers les deux Minecraft, le Minecraft Éducation et le Minecraft Bedrock, ils sont tous les deux payants. Le Bedrock, il faut l'acheter une fois. Mais il faut savoir que normalement, c'est pour chaque poste. C'est comme quand tu achètes un jeu vidéo classique, tu es censé l'acheter plusieurs fois. Le Minecraft Éducation, ça fonctionne avec des licences. Alors, la licence, elle est annuelle, mais quand on commence à l'utiliser, si on a un compte Office 365, ça c'est indispensable. On ne peut pas utiliser le Minecraft Éducation si on n'a pas un compte Office 365. Et quand on commence, on a 10 essais gratuits pour les élèves et on a 25 essais gratuits pour les enseignants, ce qui permet déjà soit de faire un petit projet, soit au moins de tester. Ok. Autre différence. Et
là ici, tu parlais ici justement du prix. Je pose la question parce que ça se peut être bien juste à ce moment-là. J'ai Michel André qui nous dit, mais tu as déjà répondu à la question à demi-mot, si Minecraft Éducation était gratuit. Donc là, apparemment, ici, Tu as l'essai, tu auras ouais. l'essai. Donc, 10 connexions pour les élèves, ce qui pour un petit projet est amplement suffisant. Ça veut dire qu'ils peuvent se connecter 10 jours, donc 10 jours avec leur tablette ou leur PC. Après, si on veut avoir une licence, il faut compter 4,90 € par poste. Ok, ouais, nickel. Donc là, ici, comme ça, tu as bien aussi précisé le prix. C'est vrai que c'est important aussi pour faire un choix. C'est un des éléments qui rentre en compte par rapport aux réalités ici de l'école. Ouais. Ouais. Maintenant, il y a des écoles qui créent à ce moment-là des adresses entre guillemets génériques pour faire 10 comptes qui vont avoir accès. Comme ça, on peut les passer entre classes. Et j'ai Jonathan qui nous fait ici un petit pop-up super gentil qui nous dit que pour le moment, en situation de Covid, ce serait gratuit. Ouais, c'est gratuit. Et ils ont même encore fait mieux pour le moment. Donc ici, en effet, avec le Covid, c'est gratuit. Ce sera gratuit jusqu'en septembre normalement. Et il y a d'autres moments dans l'année où ils rentrent l'accès gratuit. Mais ça dépend. Mais il y a des moments encore où c'est gratuit. Ok, cool. Merci pour le petit comparatif. Tu sais quoi? Je me demande ici si on Pas pourrait… fini, hein. Ah, excuse-moi, sinon j'allais poser ici la question ici pour le comparatif. Désolé, Jess, vas-y, je te laisse Il y a continuer. encore, entre le Minecraft et le Minecraft Éducation, il y a la différence aussi au niveau des serveurs. Si on veut faire des parties collaboratives, dans le Minecraft Bedrock, on va avoir besoin de créer un serveur comme pour le Minetest. Par contre, si on est dans le Minecraft Éducation, là, il ne faut pas créer de serveur. C'est nativement, c'est lui qui le fait, et on va pouvoir se rejoindre dans un monde avec un petit code très facile, qui est même avec des petites images, on le verra tout à l'heure, et c'est donc accessible aux enfants qui sont non lecteurs. Et depuis le confinement, justement, ils ont permis de se rejoindre à distance. Donc, ça veut dire que normalement, le Minecraft Éducation, avant le confinement, on ne pouvait travailler que si on était sur le même Wi-Fi ou la même connexion. Maintenant, il est possible de se rejoindre, peu importe le Wi-Fi où on se trouve, mais il va falloir ouvrir les ports des box. Donc, c'est encore avec une petite manipulation technique, mais ils l'ont rendu possible. Une autre grosse différence, c'est que le Minecraft Éducation, il n'est pas utilisable sur les Android. Donc, on peut l'utiliser sur un iPad, sur un Mac, sur tout ce qui est Windows, mais pas sur Android. Tandis que le Minecraft Bedrock, oui, on peut. Encore une dernière petite différence, c'est au niveau du monde en lui-même. On a dans le Minecraft Éducation un monde que je trouve quand même top, qui est le monde de la chimie, qui va plutôt se diriger vers le secondaire, mais qui nous permet d'avoir accès à tous les éléments disponibles dans le tableau de Mendeleïev et aller faire joujou avec ces éléments et créer exactement comme dans la vraie vie, et même faire exploser des trucs, et ça évite de faire exploser son labo. Ça peut être sympa. Et on a également des petits blocs spéciaux pour délimiter les zones de construction. Donc, on va pouvoir permettre aux enfants de dire là, on construit, là, on ne construit pas. Cette zone-là, on ne peut pas y aller. Donc, ça permet quand même d'avoir un regard plus facile sur la gestion du monde dans le Minecraft Éducation. On est vraiment, en tant qu'enseignant, on est maître du jeu et on va pouvoir gérer plus de choses que dans le Minecraft classique. Voilà, maintenant, tu peux… Je suis désolé si je t'ai coupé comme ça. Je pensais à chaque fois que tu arrivais au bout des explications, mais on peut voir ici qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah, j'ai jamais fini. Mais c'est ça qui est intéressant, t'en fais pas. Alors, pour le petit sondage, maintenant ici que tu as effectué un petit comparatif, demandons un petit peu aux gens vers quoi est-ce qu'ils se dirigeraient. Alors, donc, je vous invite à vous rendre encore une nouvelle fois dans l'onglet sondage. Alors, par rapport aux explications de Jess, quelle est la version finalement de Minecraft ou son alternative que vous utiliseriez avec vos élèves? Et aussi une petite question qui prépare la suite de la présentation de Jessica. Pour quelles raisons utiliseriez-vous Minecraft en classe? Donc, je vous laisse 2 petites secondes pour répondre. On va analyser ça aussi avec Jess. Alors, Jess, pour le moment, les personnes qui sont en train de voter se dirigeraient principalement vers Minecraft Éducation, mais on a aussi une grande partie des participants qui ne savent pas du tout encore vers quelle alternative ils vont en fait se tourner. Donc, ils sont quand même 40% presque à ne pas savoir ce qu'ils vont utiliser. Il y a également quand même ici 16% de personnes qui savent bien qu'ils vont utiliser Minetest et 3%
60% qui vont se diriger vers Minecraft Bedrock. Alors, si on leur demande par contre ici pour quelles raisons, et ils avaient plusieurs possibilités, ils vont utiliser Minecraft, alors il y en a énormément qui répondent en fait presque à tout. Donc, développer la créativité, c'est 55%, développer les compétences numériques, 42%, motiver les élèves, 68%, apprendre à collaborer, 51%, développer l'autonomie, 31%, et autres 6%. Donc, on voit ici qu'il y a quand même un gros consensus sur le fait qu'on peut travailler énormément de choses avec Minecraft, Jess. En effet. Ben, on va voir ça de plus près. Hein. Alors, je vais ici remettre la présentation. Attends. Hein. Hop. Voilà, s'il te plaît. Alors, le pourquoi. Eh bien, là, j'ai développé quelques petits éléments et en effet, il y en a pas mal qui sont revenus dans ce que vous avez dit. On a tout à fait apprendre à collaborer, motiver les élèves, ça c'est vraiment la première chose à laquelle on pense en général. On a aussi la possibilité de se dire que c'est connu. Vous allez dire aux élèves qu'on va travailler dans Minecraft, ça va leur parler pour la plupart. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on aura cette possibilité de mettre en place du tutorat. Et ça, c'est vraiment très intéressant au niveau de la classe. Il y a des élèves qui ne se montrent pas souvent ou qui ne parlent pas souvent, mais qui, grâce à cette pédagogie qui est l'utilisation de ce jeu vidéo, vont pouvoir aider d'autres enfants. Donc, ça pourrait aussi changer la place de l'élève, ainsi que la place de l'enseignant. Développer la créativité, étant donné que c'est un monde qui est limité qu'à notre création, à notre imagination, c'est sûr que là, on va pouvoir y aller franco. Apprendre à collaborer, c'est rarement que l'on construit seul dans Minecraft. C'est vraiment le but de se mettre tous ensemble, d'arriver à quelque chose de fini dont on peut être fier. On va créer du contenu. Apprendre à mener un projet, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on se dit qu'on va on va construire la classe ou autre dans Minecraft, on va se dire on va se mener ce projet et que les enfants vont arriver à faire ça facilement. Il faut apprendre à se partager les tâches, savoir que toutes les tâches sont importantes. Et ça, c'est aussi un apprentissage important pour les enfants, surtout à l'heure actuelle et avec les compétences qu'on leur demande plus tard. Alors, si on continue, je vais vous montrer un petit peu, on va rentrer dans la pratique. Quelques exemples de ce que l'on peut faire avec Minecraft. Vous recevrez au fur et à mesure des exemples, des petits liens qui vous amèneront vers ces dispositifs. Vous pourrez télécharger différents éléments, comme ça vous pourrez vous en inspirer, si vous le souhaitez, bien entendu. On va commencer par des petits projets. Il était trop vite. Alors, pourquoi des petits projets? Parce que quand on parle de Minecraft, on se dit on va tout de suite construire quelque chose de gigantesque, ça va prendre plein de temps et on n'a pas toujours le temps à l'école, on a même rarement le temps. On va se dire aussi, tiens, je vais passer plein de temps dans le jeu, ça ne va pas aller. Donc, il y a une démarche, la plupart du temps. On va se décider, on va dire, il y a une préparation. Quand on fait un projet, il y a d'abord tout ce qui est classique avec de l'analyse de documents, des visites, des observations. Donc, il y a vraiment d'abord toute une préparation qu'on pourrait retrouver dans des cours dits plus classiques. On va aller après vers une phase de réalisation avec des plans. Les enfants vont se concerter, ils vont réaliser des éléments dans Minecraft et on doit savoir prévoir, nous, en tant qu'enseignants, des petits moments où on va stopper, voir si ça fonctionne, voir leur retour au niveau de la conception. Moi, je pense à un projet où je les avais laissés, j'ai toujours tendance à laisser mes élèves un peu se dépatouiller au départ et à faire un moment stop. Et eux-mêmes me disent, ah ben non, ça ne va pas parce qu'il faudrait qu'on améliore ça ou ça, il faut qu'on décide d'un plan du projet, etc. Donc là, on est dans la phase réalisation. Et puis, il y a un élément important à la fin, c'est aussi un retour sur ce qu'on a appris. Oui, j'ai travaillé dans Minecraft, j'ai construit quelque chose, mais qu'est-ce que je peux en retirer? Que ce soit petit ou grand projet. Donc, on a cette phase à la fin de quelles compétences on a travaillé, quelles matières on a apprises, etc., etc. Donc, vraiment, le jeu fait partie de la démarche, mais n'est qu'une toute petite partie de cette démarche. Dans un projet de type construction classe qu'on verra tout de suite, ça m'a pris réellement avec des 5e primaires, j'ai mis environ 2 heures pour la réaliser et ils ont construit la classe un petit quart d'heure dans le jeu. Donc, le jeu en lui-même, au moment où on était occupé à travailler dedans, c'est vraiment une toute petite partie de l'expérience. Alors, des petits mini-projets. On a par exemple la possibilité, ça peut paraître bizarre, mais d'encourager la lecture
avec Minecraft. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de livres qui sont bien faits, qui vont apprendre aux enfants comment construire telle ou telle chose. Et dans ces livres, on va retrouver énormément de vocabulaire mathématique. Donc, on va parler de périmètre, on va parler d'air, on va parler de volume, on va parler des nombres. Donc, on va travailler la lecture et les mathématiques grâce à ces petits bouquins où les enfants peuvent travailler à ce moment-là en autonomie. Donc, ils ont leur livre et ils construisent. On peut travailler l'écriture toujours à partir, soit où les enfants vont rédiger leur propre petit journal de construction, soit leur faire rédiger la suite d'une histoire telle le journal d'un noob, que vous avez dont vous avez un exemple ici. Là, on est vraiment dans le français. Ici, toujours dans le français, la possibilité de faire dans le type dictée spatiale, mais là, ce serait plutôt une lecture spatiale. Donc, faire lire aux enfants un petit texte en mettant des indications où telle ou telle chose doit être construite, et puis les faire construire dans le jeu. Ça, c'est vraiment des tout petits projets, ça prend très peu de temps. Du pixel art. Là, on est dans des projets assez courts, mais aussi on a des projets accessibles aux plus jeunes. Même aux non-lecteurs, on peut travailler le pixel art et les constructions de patchwork dès la 3e maternelle. C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Eux aussi, j'ai mon fils qui a 4 ans qui commence déjà à construire. Ça, c'est pas le 3e maternelle, c'est même début 2e. Il commence à construire avec ses frères et sœurs pour faire justement ce type de construction. Là, c'est un autre type d'exemple. On a les jardins à la française. Alors, pour travailler la symétrie, on pouvait travailler aussi la symétrie avec le pixel art qu'on avait vu juste avant, dans le sens où on pourrait créer un monde où les différents personnages ne seraient faits qu'à moitié. Et on demanderait aux petits, aux plus jeunes, de venir construire l'autre moitié. Ici, dans le jardin à la française, c'est plutôt l'étude des styles jardin à Versailles. Il y a plein d'exemples qui sont réalisés déjà dans le Minecraft classique, qu'on peut retrouver sur Internet. C'est d'ailleurs ce qui se trouve sur la première page. J'ai repris des exemples de jardins qui étaient construits de cette façon. J'ai demandé aux enfants de me dire ce qu'ils avaient de particulier, ces jardins. Donc, ils ont pu tout de suite me dire que ça se répétait, et là, on est venu sur la définition du mot symétrie. Qu'est-ce qu'une symétrie? Si on a travaillé la symétrie axiale, ils ont repéré les différents axes qui étaient présents dans ces jardins et puis ils sont passés à en construire un eux-mêmes. Donc, pour les aider, j'avais placé un petit quadrillage sur ma feuille parce qu'en général, ils construisent rarement sans avoir fait le plan. Donc, ils ont fait une première esquisse et puis ils sont partis dans le jeu pour construire leur jardin. Et là, vous avez un exemple d'un jardin qui a été construit par un élève. On peut bien sûr après complexifier ce genre de choses en rajoutant des tailles. On peut dire que le jardin doit faire 120 mètres carrés, qu'il doit être rectangulaire, etc., etc. Et donc, on peut travailler à ce moment-là encore plus de choses, notamment au niveau grandeur et au niveau géométrie. Pardon. La classe à l'échelle, ça c'est un très grand classique de projet. On peut le voir un peu partout. C'est construire vraiment l'élément dans lequel les élèves se trouvent. Se dire, tiens, on va refaire la classe. On pourrait partir vers l'idée de comment réaménager cette classe, comment on pourrait la rendre plus agréable, comment on se l'imagine dans 10 ans. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ce n'est pas obligatoirement refaire ma classe telle qu'elle est maintenant. C'est même peut-être plus intéressant de se l'imaginer réaménager. Les élèves, on les voit tout à fait à droite, ils ont pris les mesures à l'ancienne, hein, donc on est vraiment dans une pédagogie non pas que numérique, donc il y a le tout qui se mêle, c'est mixte. Donc, ils ont tout mesuré, on a fait des conversions, ils ont travaillé comment arrondir une mesure, parce que dans Minecraft, on ne peut pas casser des blocs. Et je ne sais pas votre classe, mais en tout cas, la mienne, elle ne faisait pas une mesure exacte, hein, donc on était à 9,80, donc ils se sont demandé comment est-ce qu'on pouvait arrondir, le pourquoi. Au centre de la diapo, on peut voir les plans qu'ils ont réalisés. Donc, on a essayé de repérer comment est-ce qu'on pouvait mettre les fenêtres, comment on pouvait mettre les portes. Et puis, ils l'ont construite. Et là, comme vous la voyez construite à gauche, ça a mis un petit quart d'heure quand ils étaient tous ensemble dans la construction. J'ai dû m'arrêter après 2-3 premières minutes parce qu'ils n'avaient pas établi vraiment leur projet. Ils avaient le plan, mais ils n'avaient pas encore projet de construire ensemble. Et en fait, ça partait un peu dans tous les sens. Donc, je les ai arrêtés. Je leur ai dit, est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que vous en pensez? Et eux-mêmes m'ont dit, ah mais madame, lui, il construit le sol à gauche alors qu'on a décidé que l'intérieur, c'était à droite. Donc, il faut vraiment qu'on se mette d'accord.
et ils ont établi tout ça au tableau, ils ont réparti les tâches et chacun s'est mis au travail à ce moment-là. Donc, c'est venu d'eux, pas de moi. Et ça, c'est quelque chose quand même, je trouve important, c'est que ça vient d'eux, qui se rendent compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Ok, Jess, j'ai quelques questions pour toi ici après ces chouettes exemples pédagogiques que tu as mis. Alors la première, en fait, elle nous vient de Valérie. Valérie, en fait, demande quelles sont les alternatives en fait pour travailler la chimie et son labo, en fait. Dans quelle alternative, en fait, ici de Minecraft, en fait, est-ce qu'on peut travailler en fait la chimie et faire le labo dont tu as parlé? Alternative? Ouais, dans quelle version, en fait? Ah, dans quelle version? C'est le Minecraft Éducation. Ok, ça va. C'est Oui. dans le Minecraft Éducation, c'est le seul où il y a, et honnêtement, il y a des petits mondes qui ont été créés à ce moment-là, qui permettent déjà de travailler différents éléments, et je vous invite à aller voir sur le site de Minecraft Edu, vous avez certainement eu le lien qui a suivi. Il y a des leçons qui ont été créées par Stéphane Cloître, qui permettent vraiment de prendre en main ce labo de chimie et de voir ce qui est possible d'en faire. Ok, merci Anne Jess. Alors, j'ai aussi une question qui nous vient de Sophie. Est-ce qu'il existe des livres, comme un petit peu ici les fiches que tu as montrées, ici à destination des élèves de 12-15 ans pour Minecraft? Alors, on a les livres littérature, je vais dire d'abord. Il y a la littérature Minecraft qui est très adaptée aux enfants de l'âge de 12-15 ans. Je le sais parce que mon fils de 14 ans, il adore ça et il les dévore. On a aussi tout ce qui est livre de construction. Et là, on va en avoir de tout niveau. Celui qui était dans les illustrations, c'est plutôt pour les plus jeunes. Après, on en a en effet pour les plus grands et on en a même qui vont parler de la redstone, qui est le système d'énergie dans Minecraft. On va pouvoir à ce moment-là construire et faire des éléments plus de physique dans le jeu. Donc, c'est tout à fait possible, en fonction de tel ou tel ouvrage, de l'adapter à l'âge des enfants. Oui, tout à fait. Merci Anne Jess. Alors, j'avais aussi une autre question qui passait, mais les fiches que tu as montrées sur les dias précédentes, est-ce qu'on va pouvoir les retrouver quelque part? Est-ce que elles sont dans les liens qu'on va partager par la suite, ou bien est-ce qu'on peut les trouver sur Internet, par exemple? Alors, si je prends par exemple la symétrie dans Minecraft, là, ce sera un lien qu'on pourra retrouver. La plupart, j'ai donné les liens. Il y a, pour les projets que moi, j'ai réalisés, il y a des projets qui sont réalisés par d'autres personnes et que j'ai trouvé moi-même sur le net. Donc oui, c'est disponible partout. Ok. Mais les liens suivent. Ça va, ok. Merci, hein, Jess. Donc là, pour le moment, c'est un petit peu tout hein, pour les questions. J'ai juste aussi peut-être une réaction hein, de Christine. Je vais te la lire en direct, peut-être que tu pourras réagir. Moi, ce qui m'embête, c'est de trouver des missions en français. Alors, elle demande s'il y a des sites web qui proposent peut-être alors des missions en français pour pouvoir réaliser un petit peu ce genre de choses. Jess, est-ce que tu en connais? Est-ce que tu pourrais peut-être ici nous diriger sur 2-3 ressources, ou bien peut-être que ça vient par après? Alors, au niveau, en effet, à la base, c'est en anglais. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en anglais. Sur le site de Minecraft Éducation, on va maintenant trouver... Alors, on va bientôt récupérer Jess, ne vous en faites pas, hein, c'est aussi les petits aléas du direct. Donc là, Jess va revenir sinon. Ah, Jess revient parmi nous. Il y a eu un petit lag. Ah, non. Alors, redisparu. Restez bien avec nous, ne vous tracassez pas. Jess va se reconnecter incessamment sous peu. Vous savez tout ce que c'est. On a aussi parfois un petit peu parlé de Minecraft. Hein, quand un élève se déconnecte par inadvertance, on fait tout ici pour qu'il puisse revenir assez vite. Donc, ça va être le cas avec Jess. Et elle est aussitôt réapparue. Je n'ai pas eu besoin ici de meubler longtemps. Jess est reparmi nous. Je suis désolé. Un souci de connexion. Ma connexion a marqué qu'il y avait eu un souci, donc j'ai été coupée. Ne t'en fais pas, ici on n'a perdu personne et tout le monde est toujours bien attentif par rapport à ce que tu étais en train de dire. Je te relaisse pour les explications, vas-y. Par contre, ça m'a perturbée, je ne sais plus de quoi je parlais. Alors tu étais en train de parler des missions qu'on avait en fait oui, en français et puis qu'on pouvait ici facilement donner. Oui, donc il y a des pistes en français sur le site de Minecraft Éducation, mais il y a aussi, si on se dirige vers des professeurs qui sont adeptes du genre, je veux dire comme Stéphane Cloître, ils ont des blogs où on peut retrouver les activités qu'ils mènent. On a aussi du côté de nos amis canadiens, on a des pistes qu'on peut retrouver au niveau du récit, qui sont également en lien un peu plus tard pour avoir des choses en français.
Ok, merci ici pour cette bonne réponse. Alors donc, c'était Stéphane Cloître, c'est ça, hein? Ouais. Ok, alors ne vous tracassez pas aussi, on vous fournira une série de livres en ressources que vous pourrez aller consulter et pouvoir trouver facilement. Ne vous en faites pas. Je te laisse continuer ta présentation, hein, Jess, et je reviens vers toi après pour d'autres partages et d'autres questions. Ça va? Ouais. Alors, on va partir vers des plus grands projets. Alors, certains que j'ai eu le plaisir de mener moi-même, d'autres que j'ai pu retrouver sur le net et qui me tentent vraiment beaucoup. Je vais commencer par un des miens, c'est notre école à l'échelle. Une fois qu'on avait construit notre classe, on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là. Les enfants étaient très demandeurs et moi, ça me permettait d'articuler pas mal de compétences de mon cours de mathématiques. Je me suis dit que ça rentrait parfaitement et j'ai donc décidé de les suivre dans leur projet, parce que là-bas, c'était vraiment leur idée. Et on a construit l'école complète. On a analysé les plans, ils ont travaillé l'échelle, ils ont travaillé tout ce qui était proportionnalité, créativité pour essayer de détourner les différents blocs qui sont dans Minecraft pour que l'école ressemble le plus possible à ce qui était en réalité. Donc, ce projet-là, en général, on me demande souvent combien de temps ça a pris. On a travaillé réellement 3 mois dessus, mais pas 3 mois tous les jours, hein, on est bien d'accord. C'était en général une après-midi par semaine pour tout ce qui était plan. Et puis quand on était en construction pure et dure, là, les enfants ont plutôt travaillé en autonomie. Quand ils avaient terminé, ils partaient sur la construction de l'école. Et là, on a pu boucler comme ça sur une après-midi par semaine durant 3 mois, donc un trimestre. Ça, c'était un projet que je brûlais d'envie de terminer et que malheureusement, je n'ai pu qu'entamer, car confinement oblige pour tout le monde, hein. J'ai dû m'arrêter. C'était la naissance des villes au Moyen-Âge. Donc, on parle souvent de mathématiques dans Minecraft, mais il n'y a pas que les maths. Le français, on l'a vu là tout de suite dans les petits projets. Ici, je voulais travailler tout ce qui était domaine historique et motiver un petit peu les enfants justement dans ce cours également. Et je voulais leur faire découvrir le Moyen-Âge à travers Minecraft. Donc, le but, c'était qu'ils construisent une ville moyenâgeuse dans Minecraft. Et pour ça, ils devaient analyser différents documents pour voir comment étaient composées les villes au Moyen-Âge, quels étaient les éléments qu'il fallait retrouver à l'intérieur, quels étaient les blocs que l'on allait utiliser. Donc, ils ont dû discuter des blocs choisis, pourquoi on choisissait ces blocs-là et pas un autre, le lieu de l'implantation de notre ville, pour voir un petit peu ce que ça a donné. On voit une feuille d'élève ici à côté, elle avait mis l'implantation, on avait analysé plusieurs cartes, elle a pu voir qu'il fallait une voie navigable. En général, on construisait nos villes près d'une voie navigable, que le terrain était souvent en pente, et ça, on a pu découvrir que c'était lié à l'écoulement des eaux, comme il n'y avait pas de système d'égout et qui jetait principalement les eaux usées par la fenêtre. C'était généralement en pente pour permettre que l'eau s'écoule jusque dans le bas de la ville. Les raisons de l'apparition des villes, qui avaient le commerce, l'augmentation de la population et les éléments communs, une enceinte, une église, les voies navigables, les maisons, des marchés. Il y a le plan de l'élève qui se trouve à votre gauche, qui était la maison des agriculteurs. Et en bas, le début de la construction de l'enceinte. Et malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin. J'espère pouvoir le reprendre l'année prochaine, j'en suis même certaine, étant donné que c'était des 5e années, et donc je peux continuer avec eux en 6e. C'est l'avantage du primaire. Un autre exemple, et celui-là, en effet, on peut le retrouver du côté de chez Récy, mais vous aurez le lien, qui était la construction d'un village hanté. Donc là, ça tombe bien à Halloween. C'était pas, moi, je l'ai fait pas avec un grand village. J'ai plutôt fait par équipe de 4, ils construisaient une maison. Mais là, on était vraiment dans le domaine des maths. Donc, ils devaient clôturer leur terrain, aménager leur jardin. On avait donné des mesures, donc c'est périmètre, air et tout ça qui vont être travaillés, mais de manière un peu plus ludique. Et puis créatif, parce qu'ils avaient tout un moment où ils pouvaient rajouter les citrouilles, les décors pour faire peur. On peut trouver aussi d'autres éléments bien sympas quand on cherche sur le net. Il y a par exemple Albacraft, qui a été la reconstitution de la ville d'Albi. Ici, on voit l'amphithéâtre. Hein. Donc, ils sont partis sur les ruines, donc l'étude des ruines, et voir aussi comment les archéologues travaillent à partir de ces ruines, voir les traces qui étaient laissées pour reconstruire cet amphithéâtre.
On se doute bien que ce sont des élèves qui habitent cette ville-là, qui ont fait ceci, parce qu'après, ils ont pu également se rendre sur les lieux pour découvrir et pour expliquer les différents éléments qu'ils avaient construits. Et donc, quand ils arrivent sur ces lieux-là, c'est comme moi sur la ville au Moyen-Âge, je comptais après aller faire le tour dans Bruxelles, que j'enseigne à Bruxelles, et Bruxelles a encore énormément de vestiges de sa ville au Moyen-Âge, et je comptais justement lors de la visite qu'ils puissent me dire, ah tiens, ça on l'a construit dans Minecraft, c'était cette partie-là, ça on l'a construit, c'était cette partie-là, pour faire le lien entre le jeu et ce qu'on trouvait en réalité. Il y a une petite vidéo aussi que Laurent va vous lancer, qui va vous montrer Montréal, qui a été reconstruit en 1745. Ça s'appelait la Mission 375. Et je laisse la place à la petite vidéo. Voilà, je la lance tout de suite. Hop. Si jamais j'y retourne, aimons-nous, marions-nous. Si jamais j'y retourne. Hop. Voilà pour la petite vidéo, Jess. Je t'en prie. Donc là, ça rejoint le projet de la ville au Moyen-Âge, ou même tout élément historique. Donc, ils ont vraiment étudié à ce moment-là comment c'était à cette époque-là. Ils l'ont reconstruit dans le jeu pour en avoir quelque chose vraiment de visuel, quelque chose de concret qu'ils puissent montrer. Alors, ici, c'est un projet, c'est l'un des projets, je pense, les plus connus, mais non pas dans Minecraft, mais dans Minetest, qui est Mine City. Alors, Mine City, c'est un projet qui a été construit en collaboration entre plusieurs écoles. Donc, ce n'est pas justement juste une école, c'est plusieurs écoles qui se sont mis ensemble pour construire la ville du futur. Vous aurez le lien aussi qui va suivre pour découvrir comment ce projet a été mené. Mais on a un petit élément qui va nous permettre quand même de découvrir de quoi ça parle. Je vais vous le montrer, c'est un petit géniali. Voilà. Alors ici, on voit, ils ont construit, vous avez la carte de leur Mine City avec les différents éléments qui sont repris. Et quand on clique sur ces éléments, on peut voir, voilà, ils ont rédigé le tramway, le moyen de transport privilégié dans notre ville, etc. Donc, c'est les enfants qui ont écrit ces différentes petites choses, ce qui a permis également de travailler tout ce qui était français, expression, comme dans les campagnes j'allais dire de publicité, mais c'est plutôt pour me faire connaissance. On a soit des petits textes, soit des vidéos. Ils ont fait les façades avec des toits végétaux, ils ont pris contact avec des endroits où ça existait déjà pour voir comment ça fonctionnait. C'est un projet qui n'aurait réellement pas pu être construit dans Minecraft, car quand on voit leur tramway, ils l'ont vraiment construit de manière souterraine et le Minecraft n'aurait pas pu avoir cette profondeur. Donc ici, le choix de Minetest, de 1, c'était parce que c'était bien sûr de l'open source, et de 2, la taille de la map était vraiment importante. Donc quand je dis qu'il faut savoir les objectifs pour choisir aussi quelle plateforme on va utiliser, là, ça avait vraiment de l'importance. Je reviens. Voilà. Un autre petit projet qui est toujours historique, c'est une ville industrielle dans Minecraft. Et ici, vous retrouverez également les documents en lien pour vous en inspirer. C'est une leçon qui a été réalisée par Sébastien Bergeron. Donc, ici, ils ont reconstruit la ville industrielle et on part toujours sur une analyse de documents historiques comme on fait d'habitude et de manière classique en classe, mais il y a ce petit plus derrière où on va avoir la construction, la réalisation concrète dans le jeu. On va vraiment pouvoir, les enfants ont de cette manière plus facile à comprendre les différents concepts plutôt que de rester sur des textes et des visuels en 2D. Des exemples de consignes, on parlait du secondaire là tantôt, des exemples de consignes qui pourraient être en secondaire. On va plutôt préciser 40% de la surface totale du terrain, 1/5 de ceci. On va vraiment travailler, on pourrait même partir avec des équations en donnant des plans avec les équations qui sont données.
Donc, il faut vraiment se dire, c'est pas, je vais pas choisir. Minecraft, on peut tout faire dans le Minecraft. On peut travailler toutes les matières dans Minecraft. Vous pouvez même faire de l'anglais dans Minecraft ou du français en tournant un film. C'est pas la matière qui a de l'importance. C'est pas la matière, c'est trouver quel est votre objectif, quelle est votre matière, et puis de se dire, je vais mettre le jeu, ce que je veux en faire. Donc, le jeu, il est vraiment malléable pour tout. Il y a vraiment très peu de limites, mais pensez à vos objectifs avant de vous lancer. Ça, c'est vraiment le plus important. Voilà ce que ça a donné, hein, par rapport aux consignes qu'on avait juste avant. Les autres pistes, je disais, on pouvait les voir partout, les ateliers d'écriture, on pourrait faire, les élèves écrivent des textes, on va modéliser dans le jeu, j'entends par là qu'on va créer des petits films avec Minecraft, c'est-à-dire qu'après on va pouvoir filmer son écran, on ne va pas avoir, entre guillemets, de problème avec les enfants qui n'aiment pas être devant la caméra, qui veulent pas mettre leur petit avatar, mais là on va avoir l'avatar du Minecraft, on va avoir beaucoup moins de temps pour la création des décors, parce que dans le jeu ça va très vite. Donc, les enfants vont modéliser leur histoire. Si on va sur le site de Minecraft Éducation, on peut déjà retrouver des biomes. Donc, les biomes sont les mondes qui ont été créés, par exemple, pour Fantastique Maître Renard ou pour Robinson Crusoe. Ils existent déjà, donc on n'a même pas à le construire. On peut directement aller dedans et faire rejouer l'histoire ou jouer une histoire totalement différente dans ces mondes-là. Le décor est présent et à ce moment-là, on filme l'écran, on met sa voix et on part sur du montage vidéo. Mais le jeu s'y porte très bien. On peut faire la même chose sur les activités en anglais. Il y a plein de possibilités. Alors, Jess, je ne sais pas si tu as fini tes explications ici pour cette partie-ci, ou bien tu as encore des choses. Ouais. Alors, j'avais quelques questions en fait qui étaient présentes ici. On va les poser maintenant. Hein. Donc, il y a une question de Priscilla qui nous demande comment est-ce que tu fais pour évaluer les élèves à travers leurs projets. Donc, tu parlais beaucoup d'objectifs, de compétences. Est-ce que tu as une grille d'évaluation? Comment est-ce que ça se passe pour l'évaluation? Alors, en général, c'est plutôt une grille d'évaluation. Quand c'est sur le projet en lui-même, donc c'est une grille d'évaluation avec les différents points qui doivent être relevés sur si c'est fait ou non. Si je pars sur le Moyen-Âge, on va avoir déjà tous les éléments qu'on avait repérés qui doivent être présents dans le projet, est-ce qu'il y a la voie navigable, s'ils ont respecté les différentes mesures. Donc, c'est vraiment une grille d'évaluation et les enfants l'ont en général à l'avance. Ce n'est pas quelque chose que je cache et que j'arrive avec ma petite feuille et que je fais « Alors, sur quoi je vais vous évaluer ?» Non, je ne suis pas vache à ce point-là. Je leur montre et puis comme ça, un peu comme quand on écrit des textes, les enfants ils ont d'ailleurs en général la première colonne pour eux, ils peuvent cocher si pour eux c'est rempli. Si le contrat, il est rempli. Maintenant, il y a aussi des petites évaluations que je fais, je vais dire, dans le monde de Minecraft, sans être dans le jeu lui-même, mais on est plutôt dans des petits défis où je vais leur donner sur les pourcentages. On sait que dans le jeu, quand on fait des plantations, eh bien, on n'a pas le même pourcentage de récolte si on a planté sur tel ou tel sol. Et alors, je fais travailler mes petits exercices comme ça, mais là, on est plutôt sur du papier, mais on reste dans le monde du jeu. Ok, merci pour la réponse, hein, Jess. J'ai une autre question, ça c'est peut-être un petit peu plus d'ordre général, mais j'ai Geneviève qui me demande c'est quoi tes conseils pour générer un beau monde avec de l'eau, avec des pentes, etc. Est-ce que là, au point de vue un peu pratique, tu as des conseils à donner pour que ce soit agréable? Alors, c'est au moment où on va choisir, quand on va créer son monde de base, on verra dans l'interface juste après qu'on a différents paramètres à régler. On peut choisir un monde plat, on peut choisir ce qu'on appelle un monde infini. Donc là, ça va déjà dépendre de ce qu'on souhaite aussi dans son objectif. Si je vais travailler, quand j'ai construit mon école, je suis partie sur un monde plat parce que se retrouver avec un monde où il y avait des montagnes, un cours d'eau, ça correspondait pas très bien au projet. Moi, qu'on voulait mettre un cours d'eau dans l'école, ça aurait pu être sympa avec un aqueduc. Non, je rigole. Là, je suis partie. Mais c'est vraiment aussi à ce niveau-là qu'il faudra faire attention. C'est quand on génère son monde, de choisir le bon type au moment de le générer. Okay. Dans le Mindtest, ce n'est pas encore tout à fait pareil. Dans le Mindtest, on doit chaque fois les télécharger, ce qu'on appelle des modes, qui sont les différents types de blocs, de textures qu'on va venir mettre dessus. Parce que quand on commande le Mindtest, si on n'installe rien, c'est juste des blocs de pierre. Il n'y a rien du tout. Dans le Minecraft, il y a déjà quand même beaucoup plus qui sont accompagnés du départ. On arrive quand même où il y a déjà quelque chose de créé. Ok, on part pas sans rien, c'est ça en fait. Ouais. Voilà, on part pas sans rien.
Alors, j'ai une question de Jonathan. Jonathan, en fait, lui, il me demande une question un petit peu plus spécifique. Est-ce que tu as des idées, par exemple, d'activités en lien avec la géologie, avec la biologie? Parce que là, tu as montré certains exemples, mais je suppose que c'est pas exhaustif. Il y a encore plein d'autres choses qu'on Oh pourrait non. dire. Non, je pourrais en parler plein. J'ai un exemple en secondaire l'année dernière avec une classe à la ville de Bruxelles où ils ont fait une centrale géothermique dans Minecraft. Donc là, on rentre dans des projets un peu plus soutenus. Donc c'était pourtant des deuxièmes secondaires. Donc c'est pas encore non plus les plus grands. Mais ils ont vraiment voulu expliquer comment fonctionnait une centrale géothermique à travers le jeu. Donc, ils ont construit l'entièreté et on a à chaque fois la pression, on voit quand ça fume, etc. Tout est présent. Donc, ça, c'est déjà une possibilité. Au niveau biologie, on a différents biomes dans Minecraft. Donc, j'avais dit biomes, c'était les mondes. On peut avoir un biome marin, on peut avoir un biome jungle, on peut avoir donc en fonction de ce qui est présent, on va retrouver différents animaux et on pourrait voir avec les enfants quelles sont les interactions et quels sont les animaux qu'on y retrouve et pourquoi. Voir les chaînes alimentaires, qu'est-ce qu'on aurait besoin sur telle ou telle chose. Il y a même, là c'est tout à fait autre chose, mais on a reconstruit un œil dans Minecraft, le système digestif dans Minecraft. On l'a modélisé. Ok, c'est des chouettes exemples et ça prouve bien aussi qu'on n'est pas juste limité à un niveau hein, avec Minecraft et c'est vraiment super intéressant ces différents exemples de projets. Alors, si je ne me trompe pas, pour la DIA d'après, tu as une petite surprise parce que toi-même, tu as fait réaliser un petit test à tes loulous, comme tu les appelles. Est-ce que je me trompe? Ouais. Donc, il faut savoir que j'en ai pas qu'un. Hein. C'est déjà, voilà, donc j'ai 5 enfants et c'est toujours très pratique d'avoir des petites mains pour tester. Donc ici, je vais vous montrer une petite construction qu'ils ont faite hier ensemble. Ils ont construit une petite maison, ils se sont mis d'abord d'accord sur la taille, qu'il fallait un jardin, un potager, et puis on les verra construire. Donc là, je parlais justement de quand on doit choisir les mondes, et donc on arrive sur cette interface. On a le mode, j'ai pas pris survie. Survie, c'est un mode où on a des vies, où il faut manger, où on peut mourir. J'ai pris le mode créatif. Puis j'ai été choisir différentes petites choses comme la météo parfaite, qu'il n'y avait pas de créatures. J'avais pas spécialement envie d'avoir un poulet qui se balade au milieu de ma maison. On pourrait les laisser, mais j'avais choisi ceci. Puis on a lancé le jeu en mode hôte. Donc ça veut dire que tout le monde peut me rejoindre. Tout le monde qui a le code, parce qu'il y a un code pour nous rejoindre. J'étais dans la version éducation, donc ici le code, vous allez le voir incessamment sous peu, ce sont des petites images. Et mon plus jeune qui a participé, il avait 6 ans et demi, il commence à lire, mais pas encore de manière super fluide, donc il a quand même eu aucune difficulté pour nous rejoindre. Donc là, vous voyez le code qu'il y a et ils ont été entrés ceci, et on les voit au fur et à mesure apparaître sur la carte. Là, ils sont dans l'inventaire. Dans l'inventaire, comme j'étais en mode créatif, il y a tout ce qui existe dans Minecraft. Ils se sont mis d'accord sur les blocs qu'ils allaient utiliser, les blocs de chaîne, qu'il fallait des vides, qu'il faudrait une porte. Et puis, ils se sont mis à construire ensemble. Donc, on a réparti les tâches. Vous en voyez 2 qui construisent le mur, là. Mon plus jeune, il fait le sol. Chacun à l'aide de son petite remarque. On a le chat qui permet de dire différents éléments sans devoir crier. Ça peut être très intéressant en classe, parce que sinon on se retrouve vite avec Madame, il a cassé mon mur, Madame, je suis enfermée dans les toilettes. Voilà. Donc le chat, ça peut être bien aussi. On les voit avancer. Ça a été, pour faire tout ça, ils ont mis 1 heure, en gros. Ils ont choisi des blocs de chaîne. Alors, il faut faire attention quand on fait le sol, parce qu'il y a des blocs qui ont quelques particularités dans le jeu. Si par exemple, on mettait des tapis au sol, il faut savoir que sur un tapis, on ne peut pas déposer autre chose. On ne peut pas déposer un autre bloc. Donc, il faut faire aussi attention, mais ça, en général, les élèves le savent. Et donc, il faut aussi accepter un petit peu le changement de posture et que les élèves aussi peuvent nous apprendre des choses et nous apprendre des petits trucs. Ici, ils sont en train de faire le potager. Eh bien, là, c'est mon fils. Là, je travaillais avec eux justement à ce moment-là. Et c'est mon fils qui m'a dit, maman, il faut mettre un point d'eau au milieu parce qu'il faut que l'eau arrive partout sur la terre. Donc, il faut qu'elle soit irriguée.
Donc, il a compté, il m'a dit, il faut 4 de chaque côté, on va la mettre là. Parce que s'il n'y a pas d'eau au niveau de la terre, elle va de nouveau se transformer et on ne va pas pouvoir labourer et planter. Voilà. Et c'est pareil en classe. Il y a des trucs que les élèves m'ont montré, m'ont appris, et ils ont parfois des choses vraiment incroyables. Là, on arrive sur la construction avance. On voit le potager, la terrasse. On va pouvoir aller après faire un petit tour. Ils n'ont pas encore fini parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur jardin encore. Donc là, ils sont en train de discuter de ce qui manquait, ce qu'il fallait, une petite rétroaction sur leur construction. On voit en bas les différents éléments que vous avez à disposition dans leur trousse. On avait des graines, de l'eau, et là, on voit le jardin en résultat fini. Donc, avec des arbres, un chemin, une petite mare. On aimerait tous ce jardin-là. Hein. C'est superbe. Pour cette période de confinement. C'est vraiment génial. Et j'en profite ici pour faire un petit parallèle hein, avec ce que tu es en train d'expliquer. Je m'étais rendu à l'école de Borlon où Jonathan en fait travaille les enseignants et il développe aussi un projet Minecraft là-bas. Et tu me parles ici que les élèves sont fort autonomes et prennent en main les choses et on change de posture, hein, comme tu le dis. Et là, j'avais un petit bout qui était, si je me souviens bien, en 3e primaire qui était en train de m'expliquer avec ses 2 comparses avec qui il était en train de collaborer comment est-ce qu'il avait construit une maison écologique. Pourquoi est-ce qu'il avait construit une maison écologique et quels matériaux est-ce qu'il a mis à différents endroits. Et ces comparses qui étaient dans des années différentes réenchaînaient en expliquant ici les mêmes informations que mes élèves de secondaire auraient pu également expliquer. Et j'ai été totalement bluffé, vraiment. Ah, tout à fait. Et au niveau du village écologique, moi, j'aurais poussé encore plus loin. C'est qu'on aurait pu mêler des expériences en sciences, en réel, et voir justement pourquoi de la paille, pourquoi du bois, pourquoi de la brique, et regarder comment ça conserve de la chaleur. Pourquoi on pourrait mettre des différents éléments, voir justement cette propriété, et de le tester en vrai, et puis de le construire. Si on choisit un mode créatif, par exemple, dans celui-ci, on a tout à disposition, mais si on était parti dans un monde survie, on arrive et dans notre inventaire, on n'a rien. On n'a pas de bois, pas de briques, etc. On doit tout chercher. Et ça aurait été aussi intéressant dans l'idée du village écologique de se dire, tiens, je vais implanter mon village là, je vais avoir besoin de combien de ressources? Est-ce que je vais abattre tous les arbres parce que j'ai décidé que j'allais m'implanter là? Et alors se dire, partir vers des calculs de proportionnalité en sachant que j'aurais besoin d'abattre un arbre pour avoir 3 planches, avec ces 3 planches, je pourrais construire un établi, etc., etc. Un petit peu comme les recettes de cuisine qu'on fait à l'école, sauf que là, on ferait des petites recettes dans Minecraft pour construire notre village écologique. Ça, c'est plutôt l'intérêt du mode survie. Ok, alors je te propose ici qu'on continue à notre petite présentation, hein, comme ça on va pouvoir enchaîner parce qu'il y a aussi surtout des réactions dans le chat et dans les questions vis-à-vis du code. Et ça, je sais bien que tu vas en parler et je suis sûr et certain que ça pourra encore en intéresser plus d'un. Je te laisse continuer, vas-y Jess. Alors au niveau de l'interface, on est passé assez vite. Hein. Quand on crée un monde, on a la possibilité de créer un nouveau monde, on a la possibilité d'afficher les mondes qui sont déjà créés sur notre machine. On a la possibilité d'afficher les mondes de la bibliothèque. Là, je suis dans le Minecraft Éducation. Il y a toute une bibliothèque de mondes qui sont déjà créés avec des leçons qui vont avec. On a la possibilité d'importer un monde qu'on nous aurait envoyé même par mail, ça fonctionne. Et on peut rejoindre le monde d'un copain. Quand on le crée, là, on l'a vu rapidement dans la vidéo, on a donc le créatif, les nombres de difficultés. Si le monde est infini, c'est là on va retrouver, on m'a demandé là tantôt, on va retrouver les vallées, les cours d'eau. Là, on est dans le monde infini. Si on est dans le monde plat, c'est ce que vous avez vu avant. Donc là, on a un exemple vraiment visuel d'un monde infini. C'est déjà vachement beau, je trouve. Mais un monde plat, il est bien plat, vraiment plat. Il n'y a rien, même pas un arbre, il faut construire. Ici, vous avez les particularités de tout ce que vous pouvez modifier, dire que la météo va être parfaite, éviter qu'il pleuve, se dire qu'il va tout le temps faire jour, parce que construire pendant la nuit, c'est pas évident. Et tout plein d'éléments comme ça que vous pouvez personnaliser. Les personnes qui vont vous rejoindre, vous pouvez dire si ce sont des membres, des visiteurs, donc qui ne vont pas pouvoir casser votre monde. Ça peut être bien le jour où on présente son monde à quelqu'un, histoire qu'il ne casse pas par inadvertance qu'ils ont fait, ou opérateurs qui vont être au même niveau que vous. Rejoindre le monde, ça on l'a montré, donc là je peux passer. C'était les petits codes. Alors s'orienter dans le jeu, là en général, c'est pas trop pour le primaire, parce qu'on voit qu'on travaille sur l'axe X,
Y et Z. C'est pas évident pour les primaires, mais pour le secondaire, ça peut être aussi intéressant de travailler dans Minecraft justement pour tout ce qui est repères spatiaux. Et le code, l'agent. Alors, dans Minecraft Éducation, mais dans Minecraft aussi, et dans le Minecraft classique, on va plutôt coder en Java. Si on veut développer dans le Minetest, lui, il est en C++. Alors, ce qui permet en général d'être plus léger aussi pour les machines parce qu'il demande moins de ressources. Donc, si on a des machines moins performantes, le Minetest est très bien. Le Java consomme quand même beaucoup plus. Dans le Minecraft Éducation, on a la possibilité de coder. 3 possibilités. On peut coder en bloc, c'est un style de Scratch, mais c'est du make block. On peut coder en Java et on peut coder en Python. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut switcher de l'un à l'autre. Donc, quand on code en bloc, on peut switcher notre code et voir comment il est rédigé en Java. Puis, on peut de nouveau switcher et voir comment il est rédigé en Python. Ce qui permet à ce moment-là aux enfants de se rendre compte de comment c'est écrit, quel est vraiment le langage, la syntaxe de cette programmation et de voir les différences entre les uns et les autres et aussi apprendre au fur et à mesure. Je fais ça en bloc, comment est-ce que ça peut fonctionner en Java et ainsi de suite. Je te propose de lancer la petite vidéo. Elle est très courte. Je le fais de suite. Voici. Et la commande, elle est là. Donc, quand on commande de chat, c'est courses. Voilà ce que mon petit robot devait faire. Alors ça, c'est vraiment du niveau primaire. Là, je monte en Java et puis on voit qu'on peut changer en Python et on a à ce moment-là comment c'est écrit. Cet exercice-là, je l'ai réalisé avec mon plus jeune de 6 ans et demi. Il me disait au fur et à mesure ce que le petit robot devait faire et puis j'écrivais le code avec lui. C'est ce qui peut être fait aussi en classe si on imagine avoir des non-lecteurs. Donc, les plus jeunes pourraient expliquer aux plus grands ce qu'il faut faire. Les grands seraient en train d'écrire, etc. Donc, c'est aussi intéressant pour mettre en lien la transversalité dans les classes, dans l'école. Et on peut aller dans des choses beaucoup plus complexes. Et augmenter la collaboration, et c'est vraiment ça qu'on veut, je pense, et c'est toujours ça qui est le plus porteur, et c'est vraiment ça qui est chouette à voir, c'est que même avec ceci, c'est également possible, et c'est chouette. Voilà. Donc, vous allez recevoir en lien les ressources d'une personne que j'ai accompagnée pour son TFE, qui a réalisé son TFE sur le code dans Minecraft et qui a créé un tas de petites leçons bien sympathiques, notamment pour le secondaire liées au code. Et la carte que vous venez de voir, la map dans laquelle il se déplaçait sur le petit chemin, après il y a un labyrinthe, donc on augmente, donc le labyrinthe il faut le coder et ça vient de ces leçons-là. Donc vous aurez tout ça en lien. Une petite particularité qu'il y a dans Minecraft Edu, c'est le mode classe. Donc c'est une petite interface que le professeur peut mettre sur son PC. On va pouvoir voir le monde avec les petites pastilles des élèves. Et quand un élève vous dit « Madame, je suis perdu » parce que le monde, on a bien vu que ça fait 32 millions de blocs, c'est super grand. On en a toujours un petit coco, un petit loustic qui s'en va trop loin et qui ne sait plus du tout revenir et qui lui dit « Madame, je suis perdu ». On a la possibilité de le téléporter où on veut. Donc, on prend sa petite pastille, on le bouge et on le met là où il devrait être. Et ça facilite grandement les choses. On peut aussi interdire le chat si on voit qu'on peut jouer son rôle de modérateur dedans. On peut directement, à partir de cette plateforme-là, autoriser les créatures. Je parle des poulets, des lamas, je ne parle pas spécialement des zombies et autres. Hein. Ça existe aussi. Hein. Mais là, on va parler des créatures classiques. Autoriser les dégâts aux joueurs, qu'on peut aller taper sur l'autre ou pas. On va éviter aussi, en règle générale. Il y a autoriser les objets de destruction. Il faut savoir que dans Minecraft, il y a de la TNT. On va peut-être voir si on l'autorise ou si on ne l'autorise pas. Donc, si on ne l'a pas réglé de base quand on a créé le monde, on peut quand même le régler depuis cette interface-là. Et c'est non négligeable. Au niveau des ressources, vous allez également recevoir 2 ressources très intéressantes qui ont été réalisées par M. Carsanti. Donc, il a réalisé 2 programmes qui étaient devenir le maître Minecraft.
Le premier programme, ça concerne principalement tout ce qui est construction, donc build. Et le deuxième programme, tout ce qui est code. Donc, on voit ici, vous avez l'illustration de la partie construction. C'est chaque fois des défis en français. Donc, il y a aussi en anglais, hein, mais là, tout a été traduit, c'est en français. Vous avez les défis, on passe les différents badges qu'on peut représenter avec des ceintures ou autres, et au fur et à mesure, pour devenir le maître Minecraft, arriver au niveau Platinum, autant dans les constructions que dans le code. Voilà, voilà. Ok, merci Jess. Alors Jess, on a plein de questions, hein, donc je vais essayer de sélectionner ici celles qu'on va te poser. Toujours ici concernant l'évaluation, hein, donc c'est une question de Priscilla. Elle se demande en fait ici l'évaluation se fait-elle en termes de compétences transversales ou en termes de compétences liées à la matière spécifique quand tu évalues? Alors ça peut être les deux, hein. C'est même les deux. On a, si je pars dans le domaine des mathématiques, on travaillait une maison avec l'air, le volume, etc. On va être dans les compétences liées à des matières spécifiques. Même chose, si je suis dans le monde du Moyen-Âge, je vais pouvoir montrer tel ou tel exemple d'un monde, demander si il correspond bien à l'époque moyenâgeuse, pourquoi, etc. Donc là, on va vraiment être dans les matières spécifiques. Mais je peux également voir au niveau des matières, des compétences transversales, voir ce qui a été développé. Donc là, on va vraiment rencontrer les deux. Ok, donc c'est vraiment super complet et encore une fois, ce sera par rapport aux objectifs que l'on a dans cette utilisation. Alors, j'avais aussi une question de Sophie. Tu as déjà répondu à moitié à la question parce qu'elle se demandait s'il y a moyen de coder dans le jeu. Mais là, elle se demande également, Sophie, s'il y a moyen d'avoir une version d'essai pour le tout public sans pour autant payer, sans qu'on soit ici aussi dans une école. Enfin, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un essai? Tu as un tuyau? Alors, dans le Minecraft Éducation, un tuyau, si on n'a pas d'Office 365, non. Par contre, on peut quand même coder dans le Minecraft classique. Mais on ne va pas avoir les mêmes possibilités que ce que je viens de montrer. Mais on peut quand même effectuer du code dans le Minecraft dit classique. Il y a 3-4 ans, mon fils de 14 ans, donc il avait 10 ans à ce moment-là, il a fait un stage et le code était dans Minecraft et il modifiait en fait le jeu, mais c'est du Java. Ok, ouais, donc c'est déjà aussi un autre niveau, il faut en être conscient si jamais on veut aussi démarrer à ce niveau-là. Florence, elle se demande s'il y a des dimensions différentes dans la version éducation. Les dimensions du monde, tu penses? Ah ben je pense ici qu'elle veut ici sous-entendre ça, oui, à mon avis. Parce que les mondes, ils ont les tailles bien définies, donc 32 millions, 32 millions fois 256, ce qui est gigantissime, hein, on imagine ça comme une énorme feuille de papier. Enfin, un peu plus épaisse, vu qu'on fait faire du 3D. Mais autre dimension que ça, non. Ok, donc on est toujours dans un canevas qui va rester le même à ce niveau-là. Ok, merci Jess. Alors, on a aussi une question, mais tu as répondu au vol concernant le code. Merci en tout cas ici pour toutes ces explications sur le sujet, hein, Jess. C'était vraiment ici super chouette comme présentation. Même moi, j'en ai appris beaucoup et peut-être bien que je vais me lancer vu que j'ai tout ce qu'il faut ici. Alors, je vais ici juste en fait faire une petite communication de fin de webinaire parce qu'on approche tout doucement de la fin après cette très chouette explication de Jess. La première, c'est n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne l'EduLab TV. Vous pourrez y retrouver le replay de ce webinaire qui sera déposé dès demain. Si jamais vous avez envie de le partager à vos amis, vos collègues, ou si jamais vous avez envie de resuivre certains points avec un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à vous abonner. On publie également des tutos, on y publie également d'autres témoignages et d'autres vidéos. Et je suis sûr et certain que tout ça vous intéressera. Alors, la seconde chose qu'on vous conseille de faire, c'est d'aller compléter et de ne pas oublier les fiches FSE. Alors, Jess, comme tu es notre intervenante, je vais te laisser un des mots de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu auras encore envie de partager aux participants juste ici? Dis-moi. Leur dire de se lancer. C'est quand je me suis lancée, faut pas croire qu'il faut maîtriser le jeu à 100% ou être super geek pour arriver à faire un tel projet. Quand je me suis moi-même lancée, j'avais joué un tout petit peu à Minecraft, je savais ce que c'était, j'avais regardé mes enfants, mais j'ai appris au fur et à mesure et c'était vraiment tout aussi motivant pour eux que pour moi. Et je pense que c'est aussi important quand l'enseignant prend du plaisir, que ce soit dans un projet numérique ou dans un autre projet,
eh bien, les enfants, ils le ressentent et ça aussi, ça motive, c'est génial pour une ambiance classe. Donc, c'est pas parce que vous êtes pas super encore dans le jeu ou que vous maîtrisez pas qu'il faut pas se lancer. Ouais. Donc, c'est changer de posture pour avoir d'autant plus de plaisir dans son travail, rester motivé, collaborer. Voilà, c'était des belles paroles qui vont clôturer ce webinaire. Merci, hein, Jess, c'est gentil. Merci. Je vous remercie vraiment tous d'avoir continué à nous suivre comme ça jusqu'à la fin. Pour ceux ici qui le voudraient, le replay est aussi disponible, mais directement pour ceux qui s'étaient inscrits, vous pourrez le revoir aussi dans quelques temps via ce lien. Sinon, vous allez le trouver sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jess aussi d'avoir donné toutes ces chouettes explications. Et on se donne déjà rendez-vous pour un prochain webinaire de l'EduLab très bientôt. Au revoir tout le monde et passez une bonne après-midi.